Bonjour à toutes et tous. Et même aux toutes et tous qui ne sont pas encore là, mais qui pourraient arriver. Qui sait, qui sait, qui sait. Qui sait? Donc, je vous parle cause depuis l'île de Pâques. Depuis l'île de Pâques, où je suis arrivé il y a peu, Rapa Nui, plus très loin du Chili. Et j'y suis bien, franchement, j'y suis bien. Bon. Seuls certains esprits naïfs, dont je sais évidemment que vous ne faites pas partie, peuvent imaginer que je suis réellement, parfois le réellement, c'est vrai, que je suis réellement à Rapa Nui, l'île de Pâques. Non, je suis dans mon chez-moi. Mais quand même, je suis présentement, et le présent ne ment pas toujours, à Rapa Nui, l'île de Pâques. Grâce, comme je l'ai dit, à un moyen de transport peu dispendieux, relativement économique, rapide. On peut se déplacer quasiment à la vitesse de l'éclair en prenant le temps. Ce moyen de transport... Salut Frédéric. Bonjour Serge. Et les autres, vous pouvez faire coucou, comme ça je sais qui est là, qui n'est pas... Non, ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas faire coucou. Donc ce moyen de transport économique, rapide dont je parle, s'appelle au choix la littérature et ou la poésie dont nous ne saurions manquer. Donc ce voyage dont je propose lecture aujourd'hui vers Rapa Nui, l'île de Pâques, on le doit à Édouard Glissant, un livre paru aux éditions du Seuil en 2007, intitulé « La Terre magnétique, les errances de Rapa Nui, l'île de Pâques », en collaboration avec Sylvie Sema. Voilà. C'est donc tout simplement, bonjour Philippe, une simple lecture. Ce qui nous reste étonnant quand on est arrivé dans l'île, c'est la massivité si franche des corps, race des statues, stature des hommes principalement. Les femmes et les enfants seraient-ils tenus à l'écart d'une quête que nous ne savons pas? Les maintient-on dans une sorte de diète d'adolescence? Dans les odyssées des peuples du Pacifique, on peut penser que les hommes, qui se déplaçaient de terre en terre et manœuvraient les pirogues, amassaient ainsi des univers neufs, des imaginaires drus et subites, glanaient des ressources qui s'amplifiaient et s'emmagasinaient dans les corps. Leur navigation est un corps. L'île est un corps qui a vu venir la matière de toutes ces îles qui ont précédé. L'île grossit, comme pour égaler les corps des statues alignées, enfoncées dans leur espace. Il semble à mi-ventre, et qui devenait de plus en plus grande à mesure du temps, et défiait alors les techniques des artisans. Ces statues ont rassemblé les imaginaires des statues et des objets votifs qui les ont précédés sur ces routes des îles. C'est pourquoi elles paraissent les plus immenses, en taille et en savoir, les reposoirs de la fin du chemin. Si l'on considère les dessins gravés par les anciens peuples partis des îles du Japon, les plus lointaines, et certes il y en eut, et qui sont sans doute passés par la terre d'origine du premier roi, c'est-à-dire du premier roi qui a peuplé cette île-ci. N'importe alors ceux qui,
par hasard, y avait pris pied avant lui. On voit le plus souvent dans ses dessins des corps marqués de routes, des corps qui ressemblent à des bateaux, qui sont des bateaux, et qui les ont fait naviguer dans les univers maritimes ou terrestres venus à leur rencontre, d'échos en cohé, et qui les ont menés jusqu'ici. Des échoés. L'île est peut-être l'aboutissement de toutes ces allures. Les statues ne pouvaient que grandir à la verticale désormais, vers le haut ciel où les routes semblaient mortes mais non pas les étoiles qui les avaient marquées, dont ces statues assuraient la liaison avec la terre. La quête horizontale, tout au niveau des existences terrestres, la douce errance et la dérive au long des mers froides et chaudes étaient depuis longtemps épuisées. Cette terre-là était bien la dernière. Les pèlerins japonais d'aujourd'hui viennent y révérer en ces bords de mer le nombril du monde, dont nous reparlerons, sur l'Aute Petokura. L'île Corps est ainsi le point ultime, absolu, le réceptacle de toutes ces énergies ramassées au long de l'errance, qui étalait dès lors des forces, leurs forces, lesquelles pouvaient irradier spirituellement et s'élargir partout. Mais la chute de l'île, et pendant un si énorme temps, ces errances de douleur auront peut-être été dues à ce que le véritable moteur vital et spirituel avait plutôt tenu à la quête elle-même et à la collecte elle-même des ressources glanées au fil des îles, terres découvertes et parcourues, et non pas à cet amassement final. Parce que la liaison verticale, seule possibilité de ceux qui désormais demeuraient là, seule vérité de ce rassemblement ultime, avait échoué. Alors, les statues étaient tombées, et leurs yeux s'étaient détournés du ciel et perdus. Puis, le manque de bateaux avait rendu impossible tout mouvement qui eût pu amorcer une énième collecte d'énergie, ni en effet par un retour vers l'arrière, ni par une audacieuse projection en l'avant, à la découverte d'autres îles. Comme s'il avait été su, de science éternelle, qu'il n'y avait pas d'autres îles par devant là, seulement un continent lointain, qui n'aurait pas ratifié le bout de l'errance et de la quête, mais montré leur négation absolue. Pourtant, les peuples de cette île dernière ont aujourd'hui trouvé de nouvelles routes. C'est un corps recomposé, réanimé après tant et tant de mers mortes, qui a grandi par les apports multiples des mondes extérieurs. C'est seulement cette multiplicité qui aura pu rétablir le lien avec l'énergie du monde. Le peuple reprend des forces. Il parle à nouveau avec ce monde. On trouve ces insulaires partout. Sans doute épellent-ils dans les étoiles, ou ont-ils gardé une trace de la lecture des courants en dérive? On repère leurs marques çà et là. Ils m'ont rappelé par exemple le peuple des Batutos, invisible en tant que peuple, et qui par là nous apprennent à nous déprendre de nos jactances collectives. Et cet autre peuple de Rapa Nui nous a fait don d'autant de signes mystérieux de son écriture perdue, qui en ce moment parle et signifie pour nous, et autant d'existences sacrées, comme de celui-là qui, jadis, marqua véritablement, si secrètement, la parole qui rassemble nos quêtes et nos entassements. Là, les histoires des peuples se joignent. Chacun délègue des élus ou des représentants vers l'île où le chemin de la connaissance s'est rompu et régénéré, vers son apparent délaissement,
peuples à l'air, et villes à l'abandon, et tribus seules, et clans nomades, et ces quelques femmes et hommes qui marchent sans calculer les horizons. Pardon, avant le second fragment, je m'autorise une cigarette. La forêt d'eucalyptus, sentinelles en marge du volcan Ranoraraku. Quelques arbres aux branches tordues dont on voit tout de suite qu'ils sont marqués, vous diriez chargés aux Antilles, ou encore habités, et qui forgent la seule ombre de l'île. Leurs écailles, qu'on penserait métalliques, bruissent quand les vents descendent le soir sur l'eau du cratère, faisant une musique crépusculaire. Ces eucalyptus venus d'Australie, sans doute après l'époque où l'île fut mise à nu, sans un seul plan vivant, rassemblent ou désignent les eaux de pluie et les eaux de terre, c'est-à-dire que leurs branches s'entrelacent comme des racines aériennes qui se tiennent pour mieux résister à la soif, dans cette terre qui ne sait pas garder l'eau de pluie. Ils filtrent les vents et protègent l'île. En frère végétal du Moai, l'eucalyptus relie le ciel à la terre, reflète le monde, et dans la nuit donne des repères aux hommes, devant l'immense Pacifique. Betty Rapou parle aussi d'acacia. Vous quittez la forêt, où la chaleur semble presque suspendue, pour une carrière de Moai toute proche, une presque vraie débâcle de pierre, le Otu-Iti, l'homme très fort. Les Moai, les eucalyptus et les sextants sont les instruments de navigation de la terre. L'île est cryptée, tatouée des motifs de l'univers, empreinte des êtres venus d'au loin, peinture de terre et de minéraux blancs, jaunes et rouges, êtres migrants, qui redeviennent verts doux, pétroglyphes vivants, quand les pluies envahissent les corps de pierre et glissent doucement dans leurs traits creusés, quand les éclats indigos de la mer se sont mêlés à ceux du ciel, du soleil, et qu'ils semblent se soulever et vouloir attraper l'horizon, le tirer vers l'île. Des jardins, visibles dans les parties des cavernes qui sont à plein ciel, comme dans un puits ouvert. Peut-être obéissent-ils au même principe qui a permis la survie des jardins créoles, le mélange des espèces qui se protègent mutuellement. Ici, les avocatiers se mêlent au maïs, aux patates douces, aux bananiers. Ils communiquent aussi entre eux par les fissures de la roche où circule l'eau de la pluie. Les lieux de l'île sont reliés par un réseau souterrain de canaux creusés par la lave, où passe l'énergie qui emporte avec elle les rêves des hommes et des femmes. C'est leur espace réel. Ils vivent et revivent dans la roche. Parfois, on sent les vapeurs transparentes soulever cette roche et lui rendre sa respiration. Elle nous rappelle, c'est l'idée de Betty Rapou, que toute l'île flotte sur une nappe d'eau douce au long des plaques terrestres. Elle est un bateau errant, dont seuls les oiseaux migrateurs connaissent la route. Bon, j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop. Troisième fragment à venir, après une petite bouffée. Remarquez que j'ai mis ma tenue de vieux loup. De vieux loup de mer pour mieux naviguer jusqu'à l'île de Pâques. Betty dit que l'île glisse sur une nappe d'eau douce
mais à laquelle personne n'a accès. Cette eau souterraine n'est pas disponible, elle irrigue peut-être les arbres, au loin, mais on ne l'approche en aucune manière, et l'eau de pluie reste vitale. Les cavités et les veines volcaniques captent la pluie qui circule partout, elle relie les lieux entre eux, elle fait pousser les jardins dans la pierre. Encore une contradiction vécue, celle de ce trésor d'eau inaccessible, si du moins il existe, qui serait à l'image de toutes les histoires de la terre magnétique et qui fait contraste dans l'imaginaire avec la rareté liquide alentour. La terre n'a cessé de vouloir vivre, de vouloir mourir. Les habitants n'ont pas cessé de vouloir rester, de vouloir s'échapper. Les actions semblent tendre vers une extinction volontaire, une réduction à l'élémentaire et au dérisoire, qu'accompagne aussi un désir violent d'absolu et de connaissance par les gouffres. Merci Michaud, ça c'est moi qui ajoute. Du moins dans les histoires connues. Les 8 ou 12 siècles qui séparent l'arrivée du roi de ce jour de Pâques où un navire hollandais démata devant la côte sont comme une masse d'eau accumulée à laquelle pas un ne pourrait boire. Ils ne veulent pas y toucher, ils veulent s'en rassasier. La tragédie de la Polynésie entière se déroule. Betty projette le film sautillant d'une adresse poétique solennelle de Pablo Neruda. Voix montante et geste en ampleur, prononcés devant les Moai, dont elle a relevé le texte en très grosse capitale grasse sur un papier jauni. Por eso he preparado esa declaración solemne. Hoy, 16 de enero de 1971, doy por descifrado el misterio de la isla de Pascua. Elle distribue les 4 feuillets aux personnes qu'elle croit pouvoir en apprécier le contenu. L'entité à découvrir est éphémère et puissante. Le découvreur, jadis arrivé en conquérant, était aveugle déjà. Petite pause avant le 3e ou 4e fragment, je ne sais plus où on est. Le dernier roi, Rico Rocco, si c'est là son vrai nom, fut déporté par les occupants chiliens, comme tous les opposants. Mais ce ne fut pas le seul massacre pratiqué, ni la seule calamité connue. Depuis ce jour de Pâques, les extinctions se sont suivies sans arrêt. Les prêtres avaient démantelé quelque chose de toute cette réalité. Les premiers arrivants venus de n'importe où, l'Occident du monde est toujours n'importe où, l'Occident du monde est toujours n'importe où, n'ont cessé de mésentendre le bruit de cette terre. Ils volent nos chapeaux, et en vérité, ils volent tout ce qui est emportable. Et comment voulez-vous qu'ils n'aient pas accaparé des chapeaux qui étaient comme des barques renversées, c'est-à-dire des maisons? C'était à eux, dit Betty en riant. Oui, mais cette impudeur révoltante, hein? Ils abandonnent leurs femmes à n'importe quel homme d'équipage. Oui, oui, mais ce qu'ils cherchaient là, c'était déjà le mélange. Et même s'ils ne le savaient pas, dit encore Betty, ils étaient curieux de tout assemblage possible. Et alors, pourquoi toute cette canaillerie? Et ils vous racontaient... Mais alors, vraiment, de vraiment n'importe quoi, un pauvre échange de la moindre babiole, mais, dit Betty, ce qu'il vous racontait était vraiment la vérité qui se déguise, la presque vérité. Et M. Métro a bien eu raison de croire son informateur pétillant, ce Lépano, ouais. Et quand les missionnaires sont venus, ils en ont mangé 1 ou 2. Oui, c'est une habitude qu'ils avaient prise entre eux, ou du moins un essai qu'ils avaient tenté sous le poids de la famine, dit Betty qui ne rit plus. Elle lève les yeux à la lune et se tient raide, immobile. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où ils sont allés. Ils voulaient éteindre toute l'espèce, la réduire à l'élémentaire ou peut-être à l'unité nue, ou à une essence dérisoire.
pour qu'enfin d'autres mélanges soient enfin rendus possibles. Tout de même qu'il s'était acharné sur toute cette végétation jusqu'à ce qu'il n'en restât que la mousse grise qui brûle sous les roches magnétiques. Alors, et avant que d'autres espèces végétales furent importées pour embellir de partout. Et voyez la malédiction, dit Betty, cette plante moderne têtue qui envahit tout. On ne peut pas l'arrêter, l'anéantir. Comment s'appelle-t-elle et qui aujourd'hui détruit les chevaux et ensuite, ou bien avant, les éleveurs de moutons qui sont venus d'Australie ont parqué les habitants dans l'enclos de Angaroa pour laisser la terre aux moutons. Ils étaient les seuls libres d'aller à Agambad où ils voulaient des dizaines de milliers. Ensuite les pirates, arrivés peut-être même des États-Unis et qui ont fait trafic d'esclaves à déporter au loin. Ceux-ci se jetaient des navires et se noyaient, car s'ils voulaient désespérément quitter l'île, ils n'acceptaient pas qu'on les en arrachât par la force. Et les efforts grotesques des pilleurs pour emporter les bouts de ces statues, et ensuite les gens du Pérou, ont enlevé tout ce qu'ils pouvaient d'hommes et de femmes pour les déporter dans des mines à guano des côtes des îles et du continent où ces forçats d'un nouveau genre grouillaient et mouraient en pagaille dans la terreur blanche et la suffocation. C'est un blasphème, dit alors Betty sobrement, que l'homme-oiseau, Tangatamanu, est ainsi allé mourir dans les excréments blancs de tous ces oiseaux du continent et des îles. Et quand il n'en resta visiblement qu'une centaine ou deux, les diverses autorités se décidèrent pour un inutile rapatriement à Rapa Nui. Il n'en arriva qu'une quinzaine, qui étaient tous contaminés de maladies sans recours. Bientôt, il n'en survécut plus qu'une dernière maigre centaine environ dans l'île, le cru du cru, le cru du fond. Il semblait que l'exténuement était enfin achevé, l'extinction en vue. Le souffle vous manque. Mais ce n'était pas encore la volonté de la terre magnétique. Elle entendait approcher au plus intenable possible dans tout l'épuisement de cet absolu, comme elle l'avait fait au moment des grandes famines, où les femmes et les hommes étaient des squelettes marchants. Les sculptures sur bois en témoignent. Mais en vrai, la fin avait presque toujours été là. Et puis cette terre magnétique voulait passer jusqu'au fond de la réserve d'eau douce inabordable. Et ce n'était pas la première fois que cela survenait dans les histoires désolées de Rapa Nui. En combien d'occasions, comme dans les années 1950, les habitants n'avaient-ils pas multiplié les tentatives de sauvetage vers Tahiti et vers les autres îles de la Polynésie, mais, malgré la science préservée de ces marins et leur confiance en la Lune, dont ils se vantaient volontiers, les bateaux de fortune n'en montraient plus, de nos jours, les capacités de haute mer des anciennes pirogues transpacifiques. Et il y eut tant et tant de naufrages, et quelques-uns ont réussi pourtant à prendre côte et possèdent maintenant un peu de terre à Tahiti et alentour qu'ils laissent en héritage. Ainsi, toutes les nations de ces alentours, les lointains États-Unis et les Chili et Pérou et Australie et Nouvelle-Zélande, avaient-elles contribué au massacre des habitants et de cette terre? La plupart de ces habitants s'étaient depuis longtemps arraché les vieux linges de leur corps. Ils redevenaient nus de la noirceur primordiale. Puis, ils s'étaient à nouveau vêtus de ces vêtements de paroles enroulés qu'avaient fait les noirs tatouages sur leur peau, lesquels recommençaient à tracer les motifs des rongo-rongo, ou bien les dessins des pierres gravées, ou les entrelacs en triangle des fils tissés des caïcaïs, jeux de mains, jeux de devinement, ou les cartes marines entrelacées de ces tyrans rectilignes qui semblaient emprisonner les îles terres. Mais ni Rapa Nui, ni le puissant dieu Makemake, représenté dans les grottes presque sous-marines et sur les cavernes ou sur des sculptures de bois, moitié homme, moitié oiseau, parce que, associé au rite de l'homme-oiseau, le seul dieu qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qu'à Rapa Nui, est gardé au fond d'une de ces grottes secrètes, d'où on dit que ses yeux vous scrutent dès que vous en approchez. Ici, le souffle manque, une fois encore. Ne semblait avoir l'un ou l'autre agré
ce noir dépouillement ni cette écriture corporelle. Il avait fallu atteindre la quasi-perfection de la désintégration la plus poussée pour assister enfin à une modification appréciable, et celle-ci imprévisible et donc imprédictible. La transformation de cet absolu très opaque des profondeurs en une résolution tranquille et banale des accordailles les plus imaginables, des métissages les plus communs, de tous les mélanges apportés. Mais il n'est pas vrai que ces mélanges aient dénaturé la force première. Celle-ci visait à partage et sens commun, la force magnétique de la Terre, et pour protéger ceux qui viennent et comprennent, et ceux qui viennent et mettent ensemble, sans que l'absolu soit absolument perdu, sans qu'aussi l'eau d'en dessous soit tarie ni souillée, sans que les perdus et les défaits soient marqués par leur défaite. Ils étaient au contraire désignés pour une nouvelle errance et une soudaine union avec les diversités du monde. Vous reprenez là votre souffle. Ils s'étaient mariés partout, d'au près et d'au loin, avec des Allemands et des Français, et des Polynésiens d'abord, et surtout, et des États-Uniens et des gens du Chili, et ils avaient en commun pas seulement les corps et les esprits, mais plus au loin l'herbe plate et la mousse, les sextants de pierre alignés sur les bords de mer, comme des veilleurs à revers de la lumière, la lecture des étoiles et l'arrivée des oiseaux, sans qu'aujourd'hui le monde, ni non plus le triangle immense du Pacifique là autour, repousse désormais l'île visible et invisible. Bon, je vous rassure, 4e et 5e, je ne sais plus où j'en suis, et dernier fragment. Je reprends un peu d'eau. N'importe quelle et la plus petite terre du monde peut supporter invasions et ravages. Il semblerait qu'elle court à disparaître. Le grain de son terreau s'est fracassé non pas seulement en poussière impalpable, mais en un vent sans tenue qui vient s'évaporer. Pourtant, la terre bientôt se reforme et à toute force se resserre. Que sont devenus les quelques habitants que Otumatua soumis si facilement? Peut-être pour cela qu'ils s'étaient sentis enfin délivrés de leur solitude par l'apparition des nouveaux venus, envahisseurs. Sont-ils entrés? Ont-ils été acceptés dans la vue de Rapa Nui? Certaines espèces animales, des plantes et des floraisons arrivées sur les pirogues ont disparu, d'autres les ont remplacées. Ont-ils couru sur la plage les chiens fers, chiens gris et sans poils, animaux sacrés et nourriture de choix dans les pays d'Orient, et les cochons planches, bêtes maigres aux poils noirs, dont la chair sans mauvaise graisse faisait les meilleurs ragoûts? Mais, animal ou végétal, il faut signaler par la suite 3 invasions en la matière qui opérèrent leurs ravages de manière très différente. Des rats de navire, d'abord, des moutons d'élevage ensuite, et enfin de la plante à chevaux. Bonjour, spéciale dédicace à Carlo, très touché que vous soyez là. Pierre également. Les rats débarquèrent des bateaux européens ou américains, glissant le long des chaînes à ancre, nageant de nuit vers ce nouveau territoire. Ce sont des rats colons, armés de leurs mâchoires et de leurs dents redoutables, avec une remarquable résistance aux conditions extrêmes. Cumulards futurs, et qui n'eurent aucune peine à exterminer les rats indigènes, combien de fois moins résistants, et à ravager les plantations de coco. Les moutons, importés d'Australie, pullulèrent comme une maladie et les éleveurs parquèrent donc les habitants dans les limites de Angaroa, où ceux-ci pratiquèrent la chasse, la cuisine et la consommation clandestine des bêtes qu'ils volaient la nuit, les faisant cuire dans la terre, enveloppés de feuilles de banane et choisissant les lieux
d'où le vent ne portait pas. L'herbe à chevaux n'est pas ainsi nommée. Nous imaginons qu'elle fut d'abord plantée au large de Laounaounao, près de la plage d'Anakena, là où se trouvent les seuls moaïs tatoués de l'île, coiffés de leur pukao, ou dans les environs de Laouakivi, où sont dressés les moaïs qui représentaient 7 guerriers qui suivirent le fils de Otumatua. Ils regardent vers la mer. Les chevaux qui broutent cette plante indéracinable traînent bientôt, raidissent leurs pattes, écument et s'en vont. Leur maître les pleure. Angaroa, cependant, présente toutes les activités d'une petite ville qui disposera bientôt d'une marina moderne. Déjà, les bateaux de tourisme, les restaurants, agences de voyage et de location, hôtels et chambres d'hôtes, tours organisés avec danses et tresses de fleurs comme à Tahiti ou Hawaï, et les images des moaïs y sont de remarquables supports publicitaires. La terre d'ici est entrée dans la banalité à peu près confortable des échanges dont nul ne calcule à qui vont les profits. Un consejo de las sierras, conseil des terres, composé de citoyens Rapa Nui, tente de ravoir les terres et d'obtenir des certificats de propriété. La joyeuse énergie de Angaroa rencontre la mémoire non seulement de Otumatua, mais aussi celle de l'autre roi, dont le nom n'a pu être que conjecturé, qui reste indistinct et plongé dans les épaisseurs du grand triangle, on ne sait où, aux Marquises, ou à Vanuatu, ou dans les profondeurs de l'archipel de Tahiti. Le beau mélange actuel de Rapa Nui l'errante n'a rien égaré de son imaginaire primordial, et la quasi-extinction est vaincue. Voilà, j'en arrête là. Donc, extrait de La Terre magnétique, les errances de Rapa Nui, l'île de Pâques, écrit par Édouard Glissant, en collaboration avec Sylvie Sema, dans la collection Peuple de l'eau, aux éditions du Seuil, 2007. Je vous embrasse depuis Rapa Nui, l'île de Pâques. À bientôt.